j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. C'est tout moi. C'est tout moi. Y'a ceux qui veulent une vie de rêve et celles qui rêvent d'une vie où jamais l'amour crève. Mais ça c'est pas possible, je crois que tout tient qu'à un fil tant que... Suivez Samedi Sport sur Canal 2 avec Eddie Discar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de l'actualité du sport en direct et en exclusivité sur les antennes de Canal 2. Ce soir, et comme d'habitude, bien sûr, nous allons vous offrir le meilleur du sport. Alors, restez scotchés devant votre petit écran. Voici le sommaire. Au sommaire de Samedi Sport, la qualification des A' pour le Chan 2016. Avec comme invité du jour, la star de la Ligue 1, Joseph Yankee, sociétaire de Coton Sport de Garoua. Après le limogeage de Volker Finke, que peuvent les entraîneurs Alexandre Bedinga et Bonaventure Jonker? Ensuite, la Première Ligue. Comment José Mourinho peut-il s'en sortir de ces spirales de contre-performance? Avec un entretien de Stéphane Guy, journaliste Canal+, spécialiste du football anglais. Et nous sortirons avec la Coupe du Monde de rugby et le sacre de la Nouvelle-Zélande au toit du monde. Messieurs et dames, sur les antennes de Canal 2 International, voici pour vous Samedi Sport. Hi, my name is Pau Gasol. Watch Samedi Sport on Canal 2. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour la présentation du panel qui est déjà constitué, bien sûr. D'ores déjà, l'assistante Gazela qui m'accompagne, comme je vous l'ai dit, lors des prochaines émissions, bien sûr. Gazela, bonsoir. Bonsoir à tous et merci aux invités d'être encore une fois de plus parmi nous. Très bien. La suite, c'est avec notre invité, effectivement, comme a si bien dit Gazela, Joseph Yankee, le joueur de Coton Sport de Garoua, le meilleur joueur de Ligue 1 qui est avec nous ce soir. Joseph, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va, Joseph? Ça va bien. Très bien. On évolue avec Eric Difo. Eric, bonsoir. Bonsoir à toi, Eddy. Bonsoir à tout le panel et félicitations déjà à Joseph Yankee au Lyon A' pour les qualifications pour le prochain championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu au Rwanda en 2016. Très bien. On évolue bien sûr avec Georges Rimazon qui est parmi nous. Georges, bonsoir. Bonsoir Nono, bonsoir Casimir, bonsoir aux autres co-panélistes et tous les téléspectateurs de Canal. Très bien, sans plus tarder, voici, messieurs et dames, la première rubrique de cette édition, l'actualité de la presse cybernétique locale et la presse sportive internationale, présentée par William Bella, au montage, Brian Wemby. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Média Presse. L'on débute avec le site 45x2 qui indique qu'Eno Young est forfait face à la Tunisie et qu'aucun Camerounais ne figure dans le top 10 du Ballon d'Or africain. 3 mois pour un staff permanent et définitif. Au sein des Lions, annonce faite par le président Tombi Aroko pour la situation des entraîneurs intérimaires du Cameroun pour apporter un peu plus de stabilité dans la tanière des Lions, annonce le site Camfoot. La FICAFoot et le MINSEP s'engagent sur le grand chantier de la CAN 2016 et 2019. Selon Football 2037, au menu des échanges, les chantiers imminents qui interpellent le Cameroun, à savoir la finale de la Coupe du Cameroun dans les prochains jours, présidée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. The Mirror Sport fait un zoom sur la victoire éclatante du Bayern, grâce à Müller, qui est considéré comme le killer de la rencontre d'hier, avec une performance époustouflante. Imparable, le FC Porto face au Maccabi Tel Aviv s'impose 3-1. Les joueurs de Porto s'assurent donc quasiment une place qualificative pour le 8e de finale de la Ligue des Champions. Selon le quotidien portugais, un record. La victoire des Italiens face aux Allemands du Bayern Leverkusen redonne vie à la Roma en Ligue des Champions. Titre, la Gazzetta dello Sport. La star portugaise du Real, Ronaldo, a accordé un entretien exclusif à l'hebdomadaire allemand Kicker, dans lequel il révèle la possibilité pour lui de quitter le Real en fin de saison, déclaration qui n'ont pas été du goût de Florentino Pérez, le président du Real de Madrid. La France défait ses stars. Karim Benzema est impliqué dans la sextape de Valbuena. La justice française n'a pas hésité à le déférer cette nuit. Le quotidien AS revient sur la garde à vue prolongée de Benzema qui fait la une de la presse espagnole, notamment madrilène. Le quotidien français L'Équipe met en avant cette image affligeante de Benzema en garde à vue qui doit se justifier dans son implication dans la sextape. L'hebdomadaire France Football fait un dossier spécial sur la situation financière critique de l'OM et qui, en plus de ses mauvais résultats sportifs actuels, est dans une véritable impasse. Ce sera tout pour la rubrique Média Presse. À très bientôt. Parti pour Samedi Sport avec le premier sujet de cette édition autour de la qualification des A' pour le Chan 2016, Gazela du côté du Rwanda. Oui, alors le Chan, si vous ne le savez pas, est une compétition organisée par la CAF. Donc ce sera la 4e édition qui se déroulera au Rwanda dans 3 villes.
Et donc les A-Prime ont été qualifiés. Donc c'est une bonne chose pour le Cameroun. Effectivement, avec la présence de Joseph Yanki, qui va nous relater un tout petit peu comment s'est passée la qualification avec les Lions, notamment avec le nouveau sélectionneur Tongo Pile. Well, it was a very difficult tournament because everybody was expecting that we must come out with the qualification. With our coach Tongo Pile, that did everything that we could in order for to bring the qualification. We thank God. We the players, we did our best because it was not an easy match. We were playing a away game. We were playing out of our supporters. It was not easy. We just did our best to bring the qualification. Alors il faut rappeler que le CHAN est une compétition, tout comme la CAN, mais qui inclut les joueurs nationaux, c'est-à-dire les joueurs évoluant dans les clubs sportifs du pays donc, qui y participent. Alors justement, Joseph, l'arrivée de Tongo Pile, comment ça s'est passé, lui qui est nouvellement installé et qui a su sans doute tenir les mots justes pour pouvoir permettre au groupe de se qualifier? Well, you know, Tongo Pile is one of the big names of coaches in Cameroon. His arrival was a wonderful one for us. There were so many good things that changed in the team. The team spirit, because he's one of the coaches that have those characteristics of putting pressure that a player needs to give a result. So as for me as a player, I was feeling as I have to do something for the coach. I just believe it's something else among my friends. It was something, it was an emotion that was going through within the team. So I just believe his presence was one of the factors of our qualification. Alors avec la présence du gardien des Astres, de Botafogo autant pour moi, qui est aujourd'hui parmi vous, qui fait beaucoup de bien, et notamment la présence du jeune défenseur Kombi Mandjan aussi de l'Union de Douala. Comment ça se passe l'ambiance dans le groupe? Those players did so well in order for us to qualify this for the tournament, especially Igo Nyame, the captain of the team, that saved a lot of opportunity that could be counted as goals of the day. But we just thank God. They are all players of the team that needed to help the team. They did all they could in order for us to qualify. So that's all. Rappelons que vous avez été du côté de l'Europe il y a quelques mois. Vous avez fait des essais, etc. Bon, il y a eu quelques remous autour de cette actualité. Pouvez-vous nous en dire un tout petit peu, puisque vous êtes là d'ailleurs, on en profite? Well, it's something that I can't really say much because I'm just a player. Oui, bien sûr. I play in the field, my agent do the rest. So what I know is that my test was successful. Oui, bien sûr. So for the rest, I just believe my agent can be the only one to. Du côté de Karlsruhe, on rappelle que les tests justement étaient du côté de Karlsruhe en deuxième division allemande. D'ailleurs, rassurez-nous sur votre avenir. Vous resterez bel et bien dans le championnat camerounais avec le Coton Sport de Garoua? I'm still with Coton Sport Garoua. It just depends how God is going to put another future for me. Surtout qu'il y a le CHAN bientôt. That's it. Très bien. Rappelons que le tirage au sort aura lieu le 18 novembre à Kigali. Which team do you want to play? Would you like to play? Anything we are prepared. Yeah? Anything we are prepared for. We can play anything that comes. Okay, even Gabon? Anything we are prepared. Okay. Très bien. Justement, on va en profiter, monsieur Dam, pour passer à la seconde rubrique de cette édition, le Man of the Day, qui une fois de plus vous est présenté par William Bella, au montage, Brian Wande. Man of the Day. Samuel Eto'o, malgré la défaite de son équipe 2-1 face à Akissa Beledi de Landringemo, l'attaquant camerounais a inscrit son 8e but de la saison et devient ainsi le meilleur buteur camerounais de la diaspora. Je suis touché, je reste debout, mes vêtements sont pleins de boue, ça fait mal mais je reste debout. Nicolas Nkoulou, face aux Canaries, revient à son meilleur niveau à la suite de la victoire des Marseillais 0-1. De le faire salement, on va faire. Benjamin Mukonjo semble être en état de grâce. L'attaquant camerounais a inscrit un doublé et devient ainsi, avec 7 buts au compteur, le second meilleur buteur. Alors, à vos votes sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube pour The Man of the Day. Alors,
vous le savez d'ores et déjà, hein, le limogeage du sélectionneur national, notamment Volker Finke, on va s'interroger autour de cette actualité, et notamment à l'idée de savoir que peuvent exactement Alexandre Bellinga et Bonaventure John Kep, pour en parler bien sûr, les constants sont là, et Franck-Éric Difo, bien sûr. Alors Franck, cette actualité autour du départ, limogeage de Volker Finke, que pensez-vous en termes de potentiel de ses successeurs? Ses successeurs sont des hommes qui ont travaillé déjà avec lui, qui étaient là pendant que Volker Finke dirigeait la sélection nationale du Cameroun. C'est vrai que c'est un coach qui, malheureusement, ou alors heureusement pour certaines personnes, part. Le moment est-il bien choisi ou alors n'est-il pas bien choisi? Là est pour ma part la question. Aujourd'hui, ses successeurs sont-ils à même? Je pense que c'est ça effectivement la question. Sont-ils à même de porter le Cameroun? Avant d'y arriver, restons sur le cas Finke. Que pensez-vous de ces années passées avec les Lions indomptables en termes de stats, de performance, etc. S'il faut parler effectivement de stats et de performance, je pense que Volker Finke a une très bonne statistique avec les Lions indomptables du Cameroun, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser. Oui, on va arriver au niveau de ses stats. Oui, mais donc, pour vous, la nouvelle de son... personnellement, je ne vais pas parler de son départ, je ne vais pas me lancer dans ce jeu-là. Il est parti. De nouvelles personnes arrivent, on espère que ces personnes-là pourront tirer pour le football camerounais. Très bien, en parlant de stats de Volker Finke, on va justement voir en image les stats de l'ex-sélectionneur national lorsqu'il était avec le Cameroun, âgé de 67 ans, qui est arrivé au Cameroun en mai 2013, limogé malheureusement pour lui le 30 octobre 2015, enfin malheureusement. 2 ans et demi. Et 2 ans et demi passés, 31 rencontres avec le Cameroun, 15 victoires, soit une victoire tous les 2 matchs, 10 matchs nuls, un nul tous les 3 matchs et 6 défaites tout de même, 41 buts marqués, soit 1,07 buts par match. Voilà un tout petit peu, Georges Rimazol, des statistiques qui ne parlaient pas en sa faveur de Volker Finke. Contrairement à ce que pense Eric, moi je pense que ces statistiques ne plaident pas en sa faveur. C'est vrai, il a un nombre de victoires plus important que les défaites. Et il faut le souligner, les défaites c'est essentiellement en compétition officielle. Les victoires c'est pendant les campagnes qualificatives. Mais une équipe, on l'attend véritablement en compétition, Eric. Quand on se qualifie, et une équipe du calibre du Cameroun, ça ne va pas en compétition pour juste faire dans la figuration. Ça va en compétition pour être véritablement parmi les favoris. Malheureusement, avec Volker Finke, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations, ça n'a pas été le cas. Vous avez été soulagé de son départ? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et dans le cas d'espèce, je pense que son limogeage était déjà attendu. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a réalisé ses objectifs qui étaient de se qualifier pour la CAN 2015 et la Coupe du Monde 2014? Malgré les résultats, on y a participé, c'était ses objectifs premiers. Dans ce cas, donc, on ne débarque pas de la manière avec laquelle on l'a débarqué. Si on estime que ce sont les missions qu'on lui avait assignées, on considère qu'il les a très bien remplies. Et on n'a pas besoin de le débarquer comme Mais il faut rappeler qu'il était en fin de contrat depuis mai, donc il n'a pas été éjecté du bateau. C'est plus eu un non-renouvellement de son contrat. Un limogeage suppose qu'on vous a renouvelé une confiance et à un moment donné, on estime que la confiance, on ne la méritait plus et puis on vous débarque. C'est le terme qui a été utilisé pour... Je pense pour ma part que Graciela a posé une question très importante tout à l'heure. Est-ce que Volker Finke a atteint les objectifs qui lui avaient été assignés par sa hiérarchie? C'était quoi les objectifs assignés à Volker Finke? Qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde, Brésil 2014, ça il a fait. Qualifier le Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, Volker Finke a réalisé sa mission. Et la troisième, c'était de redorer le blason du football camerounais sur l'échiquier international. S'il faut redorer le blason de par le classement FIFA, ça il a fait. Mais maintenant, si c'est de par la manière et les comportements en interne, ça laisse vraiment à désirer, puisque Volker Finke arrive à la tête de la sélection nationale en mai 2015. Le Cameroun est 62e mondial et 11e pays africain. Juste avant la République centrafricaine qui est 12e. Volker Finke aujourd'hui part et laisse le Cameroun qui était 62e mondial à son arrivée, 46e mondial, qui était 11e pays africain, 8e pays africain. C'est dit que quelque part, il a réalisé ses objectifs. Maintenant, le problème du football camerounais est en interne. Il fait partie Volker Finke parce qu'il aurait refusé de répondre à une demande d'explication. Moi, je posais encore la question de savoir à qui est-ce que Volker Finke est censé répondre à une demande d'explication,
puisqu'il n'est même pas sous contrat avec la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire que la Fédération camerounaise de football n'est pas son employeur. Il n'est pas censé répondre à une demande d'explication si celle-là ne vient pas de son employeur. Très bien, on va évoluer autour de cette entre guillemets, polémique, bien sûr, avec l'analyse de ceux, bien sûr, les entraîneurs qui remplacent Volker Finke, notamment Alexandre Belinga et Bonaventure Djonkep, qu'on va voir, bien sûr, les stats concernant ces entraîneurs. En tout cas, leur parcours, notamment leur palmarès. Je vais demander à la diffusion que ce soit, bien sûr, en grand écran. Alexandre Belinga, 57 ans, bien sûr, le palmarès comme joueur champion du Cameroun avec TKC 81, 83, 84, et une Coupe du Cameroun en 87. Et il a participé à la Coupe du Monde Junior avec les Lionceaux en 81 en Australie. Bonaventure Djonkep, palmarès comme joueur, bien sûr, 2 fois champion du Cameroun avec le TKC en 83 et 84. Ça permet de comprendre que ces deux personnes se connaissent depuis, elles ont évolué ensemble, c'est-à-dire que l'entente est sans doute cordiale. Et la participation à la Coupe du Monde Junior avec les Lionceaux en 81 en Australie et le Mondial 90 avec les Lions en Italie. Ensuite, ça c'est le palmarès en tant que joueur. Maintenant, on va voir le palmarès des hommes en tant qu'entraîneur, qui est le suivant, bien sûr, vainqueur avec Alexandre Belinga à la gauche de l'écran, vainqueur de la Coupe du Cameroun en 2005 avec Impo de Yaoundé. Ensuite, Bonaventure Djonkep, champion en 96 avec Unisport, champion en 2000 avec Fouvou de Bam, champion en 2012 avec l'Union de Douala, vainqueur de la Coupe du Cameroun avec Fouvou en 2001 et en 2006. On en profite pour remercier notamment le Cameroun Magazine Football Club, qui quand même nous a permis d'avoir ces stats et les mettre à jour. On les remercie une fois de plus. Alors on reste maintenant avec l'analyse des statistiques de ces deux entraîneurs. À votre avis, ces deux entraîneurs ont-ils le profil pour l'emploi? Surtout que on a tout de même changé au sein de la direction des Lions, c'est-à-dire qu'il fut une époque lorsque on voulait chercher un entraîneur local, on prenait Akono. Et lorsque le A était absent, on prenait la suite, notamment Akono. Aujourd'hui, on est quand même passé avec deux personnes qui n'ont jamais figuré à ce poste à ce poste de sélectionneur, qui sont deux têtes nouvelles. On peut s'en réjouir tout de même, à votre avis? On peut s'en réjouir parce que c'est la compétence nationale qu'on a placée à cette dimension-là. Il y a longtemps que nous le réclamons, c'est-à-dire que nous voulons voir à la tête de nos sélections des entraîneurs locaux. Intérimaires, hein, rappelons qu'ils sont intérimaires. J'en viens justement, j'en viens. Mais c'est par là que j'allais juste pour dire que malheureusement, ils ne sont là que pour une période intérimaire. C'est la seule désolation qu'on peut exprimer à l'endroit de leur monde. Mais ce n'est que le conditionnel, en supposant que si les résultats sont favorables, pourquoi pas? Ils peuvent avoir une chance. Le ministre aussi, je m'en tiens à la circulaire, à la note qu'il a adressée au président de la Fédération camerounaise de football. Il lui a presque fait une injonction dans un délai de 3 mois de trouver un entraîneur définitif, si je puis utiliser l'expression, pour les Lions indomptables. Comme pour dire que peut-être qu'on ne renouvellerait pas cette confiance au duo Belinga et Djonkep. Parce que moi j'ai deux questions. Est-ce que, d'une part, est-ce qu'on en a fini avec le complexe des sélectionneurs européens? Et d'autre part, c'est de savoir, est-ce qu'on a la même autorité finalement quand on est un entraîneur local qui n'a jamais évolué à l'étranger et quand on est un entraîneur qui a connu d'autres horizons? Excuse-moi de le dire ainsi, mais c'est souvent un faux procès qu'on fait à nos entraîneurs locaux de penser qu'ils n'ont pas la personnalité qu'il faut pour diriger nos sélections nationales. Belinga, pour ceux qui le connaissent bien, qui l'ont côtoyé, c'est quelqu'un qui a de la poigne. Il ne se laisse pas marcher dessus n'importe comment. Moi, je pense que si on les met dans les mêmes conditions de travail que les expatriés qu'on fait venir, si on leur donne le salaire qu'on donne à ceux-là, les conditions de travail, je l'ai dit tout à l'heure, identiques, je ne vois pas pourquoi on continuerait à penser qu'ils ne peuvent pas diriger nos sélections nationales. Ils ont déjà le background, c'est-à-dire que les mêmes formations. Je vous rappelle, hein, on a par exemple quelqu'un dans ce pays, Richard Toa, dont on dit qu'il a fait les mêmes classes que celui qu'on a débarqué. Il était meilleur que lui d'ailleurs. C'est incompréhensible que nous ayons des gens comme ça chez nous, mais qu'on ne leur fasse pas confiance, qu'on aille chercher des personnes qui ont la compétence en deçà de celles que nous pouvons avoir localement. Donc,
Bellinga et John Kep, ils peuvent faire. Rappelons d'ailleurs que le MINSEP a demandé qu'un staff permanent soit mis à la disposition des Lions dans les 3 prochains mois. Chose avec vous, Georges Rimazon, mais éventuellement aussi avec Franck Eric Difo. On a vu tout à l'heure, à l'instant, les stats de ces 2 entraîneurs. On a observé un point qui est passé assez inaperçu, mais simplement qu'au vu de ce qu'on a constaté, John Kep Bonaventure semblait être plus titré, enfin semble plus être titré que... Plus titré, il faut utiliser les vrais mots. Permettez-moi d'y arriver, que Alexandre Bellinga, mais on se rend compte que c'est Alexandre Bellinga qui est sélectionneur principal. Comment vous justifiez cela? Vous qui êtes du canon, qui avez souvent l'explication à tout, comment expliquez-vous cela? C'est un coup de hasard ou... Comment on a l'explication à tout? Je ne pense pas qu'il y ait du hasard là-dedans. Les personnes qui ont décidé de procéder ainsi ont certainement leur raison, que malheureusement j'ignore et que... Bien, la raison a sa raison, que la raison elle-même ignore. Très bien. Je reviens avec Franck, parce que en termes de périodicité, dans ce sens que, est-ce que c'est opportun par rapport à la liste qui a suivi, surtout que l'on sait, entre guillemets, que c'est sans doute pas eux qui ont, dans l'immense majorité, décidé des choix de ces hommes. Dire que c'est la liste de Volkefink, ce serait un peu dire que Volkefink travaille seul à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Alexandre Bellinga le disait encore hier en conférence de presse, cette liste il l'assume parce qu'on ne va pas dire qu'eux ils viennent d'ailleurs. Ils ont tous les 3 dressé cette liste de 25. Ils avaient même déjà envoyé des invitations. Non, ils ne peuvent pas venir aujourd'hui faire d'autres invitations. Ils ont déjà invité des joueurs. Là, la liste, pour ma part, ne pose pas de problème. On sait quand même que ce n'était pas une franche collaboration, pour ne pas dire une saine collaboration entre Fink et ses adjoints. Tu le sais, Eric. Ouais, c'est vrai qu'entre Alexandre Bellinga et Volkefink, ça n'a pas toujours été ça. Mais bon, ça n'a jamais été ça. Si vous le voulez. Vous parlez encore de background, de John Kep est plus capé qu'Alexandre Bellinga, mais je pense que le problème ne se situe pas à ce niveau. Il n'y a pas de problème. La question ne se situe pas là. On ne devrait pas se poser cette question. C'est une suite logique. Quand Volkefink était entraîneur, on a comme l'impression qu'on a débarqué Volkefink pour prendre des personnes dehors pour venir installer là. Mais non, ce n'est pas ce qui a été fait. C'est un peu comme sur ce plateau. On sait que Eddy Giscard Nono, il est présentateur principal. Graciela, elle est assistante. Si aujourd'hui Eddy Giscard n'est pas là, c'est Graciela qui passe à la présentation. Volkefink était l'entraîneur des Lions indomptables. Alexandre Bellinga était le premier adjoint et Bonaventure John Kep était le second. Le titulaire n'étant pas là, on a juste fait monter chacun d'un cran. Alexandre Bellinga passe entraîneur principal, John Kep passe assistant, premier assistant. Très bien, on évolue donc parce que la liste des Lions, justement, elle a été communiquée. On va voir d'abord les nouveaux entrants de cette liste. Parce qu'il y a quelques nouveaux, il y a aussi également quelques sortants. Je vais demander bien sûr, merci à la diffusion notamment à notre réalisateur Collins Bonton. On remarque les Lions entrants et sortants. En vert bien sûr sont les entrants. Idriss Kalox Kameni, Marvin Matip. Ensuite on a, j'ai un peu de loin, j'ai du mal à voir. On a Aboubakar Oumarou, Francom, oui, bien sûr. On a Tony Chani. On a Marvin Matip. On a Oumarou. Aboubakar Oumarou. Et on observe qu'en sortant, on a Onana. Et ensuite, l'ancien joueur Eboa du PSG, le jeune Eboa, Toko Ekambi, Jacques Zoua et Didani, qui sont des sortants. Alors, franchement, d'abord chez les entrants, comme on le voit sur le tableau, le cas Kameni, on l'avait déjà évoqué, on ne va pas revenir sur le cas Kameni. On observe qu'effectivement, il est revenu en sélection. Tant mieux. Le cas Marvin Matip, le frère. Il est blessé d'ailleurs. Oui, bien sûr, il est blessé. Et ensuite, le reste, les nouveaux arrivés de ces sessions. Je tiens juste à rappeler que la comparaison des Lions entrants et sortants, c'est par rapport à la dernière liste officielle face à la Gambie et non les rencontres amicales. Juste à titre de rappel pour tous ceux qui nous suivent, bien sûr. Alors, une liste faite, Franck Défaut, de ces entrants et de ces sortants. On va débuter par les entrants. Les entrants, je vais surtout m'appesantir sur le cas Francom. Il est intermittent. Il vient aujourd'hui, demain il n'est pas appelé, après-demain on le fait revenir. Il a même disputé des matchs de Coupe d'Afrique avec les Lions indomptables, mais sans jamais pouvoir offrir un rendement assez satisfaisant. Pourtant, dans ce milieu de terrain, on a besoin de personnes qui puissent effectivement porter ce jeu-là. Malheureusement, l'un de ces garçons, Eno Eyon,
et s'avère être blessé, donc ne pourra pas être là. On pourra peut-être encore faire avec des Francs, mais on a des garçons déjà comme Raoul Cédric Lowe et qui peuvent venir derrière et faire le travail. On a le jeune joueur du KV Ostenden qu'on a, Siani qu'on a découvert comme par enchantement lorsque le Cameroun est allé jouer un match amical de ce côté-là. Ce sont des garçons qui ont prouvé qu'ils pouvaient effectivement jouer dans ce milieu de terrain. Donc c'est le retour de Franck qui pour ma part cause un peu problème. On a Sali Edgar qui est quasiment dans la même situation que Franck. Qui est en Suisse cette saison. Aujourd'hui, il vient, demain il n'est pas appelé. Il n'a jamais effectivement été le Sali Edgar qu'on a voulu avoir. Et la présence de Boubacar Oumaro qui a tendance plutôt à bien progresser, qui a une très belle performance en UEFA League. Là, c'est une bonne pioche. C'est plutôt une bonne pioche comme Siani pour le Cameroun parce que Boubacar Oumaro, pour le moment, est en train de prouver. Il montre qu'il est un garçon qui a beaucoup de talent, comme beaucoup d'autres Camerounais d'ailleurs. On a été surpris de voir un autre Camerounais du côté de Nantes hier, mais qui est encore très jeune pour la sélection nationale. C'est des garçons qui peuvent effectivement apporter quelque chose à cette sélection nationale si on est dans l'objectif de la reconstruction. Même si on parle toujours de reconstruction en attendant les victoires, mais pour ma part, on ne peut pas parler de reconstruction et on veut la victoire. Et Onana, justement, Onana qui fait partie des sortants, enfin je ne dirais pas qu'on ne comprend pas pourquoi, mais le cas Onana aussi Didani, qui quand même a aligné de belles performances. Georges Guimazon. Oui, dire qu'on ne comprend pas pourquoi, moi ça m'agace. Enfin, on pose la question, c'est pas con. Ah, d'accord. Et en réalité, je ne comprends pas effectivement pourquoi il sort, parce qu'on aurait dû le voir à l'ouvrage. Il ne peut pas être à 4 non plus. Non, effectivement. Moi, je sais, on m'a appris que quand un coach fait sa liste, et je parle sous le contrôle d'un joueur, quand on fait une liste de 18, pour sortir de cette liste de 18, il faudra avoir livré au moins un match. C'est ce qui se fait dans les milieux professionnels. Alors, on l'a fait venir, mais on ne lui a jamais donné la possibilité. C'est une théorie qui reste très vérifiable. Onana, pardon? C'est une théorie qui reste très vérifiable. Même s'il fallait vérifier cette théorie, aujourd'hui on fait sortir André Onana et on garde Diasembe. Diasembe n'a jamais eu un apport dans cette équipe nationale du Cameroun et Diasembe, il est vieux, il est âgé, il a 27 ans. André Onana est très jeune, il peut apprendre. Si nous restons dans la logique de... Effectivement, si nous restons dans cette logique, on aurait dû garder André Onana et fait partie de Diasembe de cette sélection. La personne qu'il fallait écarter, c'est forcément Diasembe. S'il faille nécessairement faire revenir Kameni. Ça reste votre avis, bien sûr. On évolue avec la liste des 23 qui a été communiquée et on va voir, bien sûr, qui va apparaître à l'instant. Les 23 Lions, je vais demander à notre rédacteur Colin Monton de nous mettre en plein écran. Merci une fois de plus. Alors, Fabrice Ondoa, Diasembe, qui disent Carlos Kameni et tout ce qui va avec. Franchement, c'est vrai qu'au vu de cette liste, il n'y a pas de grande surprise. Hein. La liste des 25 plutôt face au Nigeria. Pas de grande surprise au vu des performances. Alanium aussi qui fait son retour. Alanium qui fait... Enfin, qui était déjà là, mais... Qui fait son retour. Qui continue à être présent. Mais qui plusieurs fois, lors des 2 dernières rencontres du Cameroun, a été appelé, mais n'a pas répondu présent. Mais il rassurait encore sur les réseaux sociaux, pas plus tard qu'aujourd'hui, qu'il serait du regroupement de la France. On espère, puisqu'aujourd'hui, on a assez souffert d'un problème d'arrière latéral droit. Je pense qu'il fait un très bon début de saison avec Watford en Angleterre. Ils ont d'ailleurs battu le week-end dernier West Ham d'Alexandre son 2 buts à 0. On espère que son retour pourra soulager cette défense camerounaise qui à chaque fois a dû employer un arrière latéral gauche de métier à droite. Dans cette liste, et l'état de forme qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs au Man of the Day, cette rubrique avec Benjamin Mkanjo qui a un état de forme d'ailleurs qui fait sa meilleure saison en Ligue 1 depuis qu'il est en Ligue 1. Il est déjà à 7 buts et comme on l'a si bien dit, il devient de fait le deuxième meilleur buteur camerounais juste après Samuel Eto'o et avant Pouique et ainsi de suite et bien évidemment Aboubacar Vincent au FC Porto avec 4 buts. Je pense que s'il fallait, pour ma part, si je devais voter le Man of the Day, je voterais pour Benjamin Mkanjo qui est en train de faire un début de saison tonitruant avec le FC Lorient, les 2 premières saisons. Mais qui interroge, ou du moins qui va interroger au vu de ses performances et de son profil, parce qu'il a été habitué, en tout cas en sélection, à le voir évoluer sur les couloirs, notamment à droite ou à gauche, un temps soit peu, tandis que là, à Lorient, il est avant-centre, il joue à la pointe de cette attaque, et c'est de là qu'il parvient à réaliser ces performances-là, parce qu'il est en pointe, il joue où il se sent, quand on le voit jouer, quand on le voit buter, on sent quelqu'un qui est fier d'évoluer à ce poste-là. On se rappelle encore ce qu'il a fait à Nicolas face à Marseille pour aller inscrire le but du doublé. Et on joue avec ces garçons. On va prendre Vincent Aboubakar, on va mettre en 10 ou on va mettre sur le côté. Pourtant, tous ces garçons évoluent à la pointe de l'attaque dans leur club.
C'est comme si on n'avait pas de milieu de couloir à même de sortir pour venir jouer. Ce ne serait pas faire une fleur à Joseph Yanki de dire qu'on a assez de milieux de couloir très virevoltants dans le championnat local qui sera à même d'apporter, peut-être en tant que remplaçant, un apport à cette équipe. On a Joseph Yanki, ils sont nombreux, il y a plein de joueurs de couloir dans notre championnat qui sont à même du choix se pose. On a Christian Emi des Astres qui sont pleins. Je pense qu'on devrait puiser dans notre championnat local. Alexandre Bellingham est mieux placé que vous et moi pour savoir ce qu'il en est de Christian Emi, bien sûr. Alors, un mot sur le cas Clinton N'Jie, qui a du mal à trouver le rythme avec Tottenham. Êtes-vous un peu surpris? Bon, il est vachement jeune tout de même, à 21 ans, il a le temps de progresser quand même. La jeunesse ne justifie pas que Clinton ne retrouve pas le niveau de jeu qui était le sien à Lyon. Je pense que c'est plus un problème d'adaptation qui lui fait défaut. Je pense que lorsqu'il trouvera le rythme, ça viendra tout seul. Hein, parce que le championnat anglais en intensité est nettement supérieur à ce qui se fait en Ligue 1 en France. Donc, lorsqu'il va s'adapter, moi, je pense qu'on retrouvera le Clinton N'Jie tout fort. Il est arrivé, il faut dire qu'à son arrivée, il a contracté déjà une blessure quand il est arrivé du côté de Tottenham. Ça n'a pas été facile, il fallait déjà se remettre. Maintenant, il profite aussi, ça fait 2 matchs, il joue, il a plus de temps de jeu parce que Eric Lamela est blessé, ça lui permet de rentrer et de pouvoir jouer. Mais comme Georges Rim le disait encore, ce ne serait pas manquer de respect au championnat français, mais je pense que le championnat anglais, c'est un cran, 2 escaliers au-dessus du championnat français. On ne court pas pour courir, comme on le fait. Sortons de cette liste avec une dernière analyse autour du cas Aboubakar. On a eu à évoquer à maintes reprises, mais qu'une fois de plus, même s'il n'a pas inscrit de but en Ligue des Champions face au Maccabi Tel Aviv, hier, je crois, autant pour moi, est-ce que Aboubakar Vincent, une fois de plus, continue à confirmer tout le bien que l'on pense de lui actuellement? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il ne figure pas parmi les 10 meilleur joueur africain nominé par la CAF, mais tout laisse espérer que d'ici la saison prochaine, sans aucun doute, il fera partie de ces 10 au vu des performances qui sont les siennes actuellement. Je pense que s'il avait connu le même début de saison l'année dernière, avec, je crois, bien. Non, Porto, il figurerait dans cette liste. Il n'y a que malheureusement pour lui Jackson Martinez qui le mettait, comme on dit généralement ici chez nous, banc de touche. Donc ça ne l'a pas aidé à véritablement exprimer la plénitude de tout le talent qu'on lui connaît. Aujourd'hui, qu'il a la confiance, toute la confiance de son entraîneur à la pointe de l'attaque, on voit ce que ça donne, que ce soit en championnat ou en Champions League. Je pense que s'il continue sur cette lancée d'ici la fin de la saison, on pourra véritablement compter avec lui parmi les nominés, pourquoi pas, parmi le meilleur joueur africain de la saison prochaine. Oui, François. Et Vincent Aboubakar confirme effectivement tout le bien qu'on disait déjà de lui sur ce plateau de Samedi Sport. C'est vrai qu'il n'a pas marqué en Ligue des Champions hier. C'est assez rare pour le souligner quand même parce que depuis le début de saison, c'est monsieur but par match. Mais bon, en sélection nationale, je pense que pour l'instant, de tous ces attaquants, même s'il n'a pas marqué ces jours, c'est le seul avant-centre camerounais qui a inscrit un but lors des 3 dernières rencontres du Cameroun, dont les 2 buts en éliminatoire face à la Mauritanie, face à la Gambie. On parlait encore du cas d'Aninzi, juste pour souligner que lors de la première rencontre face à la Mauritanie, c'est Daninzi qui offre cette superbe passe de but à Vincent Aboubakar pour le seul but camerounais. C'est dit que d'une belle patte gauche, on va dire. D'une très belle patte gauche. C'est dire que Vincent Aboubakar actuellement est le seul Camerounais, si on s'en tient aux dernières statistiques, est le seul Camerounais à pouvoir inscrire un but dans une rencontre des Lions indomptables. D'où, n'est-ce pas, il mérite effectivement sa place dans cette équipe des Lions indomptables. Et parlant de lui dans effectivement ce top 10 des meilleurs joueurs africains, son début de saison, la saison dernière n'a pas été favorable pour lui. Cette saison, il est en train de faire jaillir les étincelles du côté de Porto. Valence même déjà est sur le coup et propose 20 millions d'euros pour racheter Vincent Aboubakar, même si du côté du FC Porto, on demande déjà 50 millions d'euros. Très bien. Bon joueur qu'on a acheté à moins de 10 millions. Très bien, on en profite pour... c'est Porto a du flair. Hein. L'art de la surenchère, ça fait quand même partie du FC Porto. Alors, on en profite pour sortir de ce sujet avec le petit journal de Mira Bomar.
Maroc ce soir, monsieur dame, n'est malheureusement pas présent. Il est membre de sa famille, notamment sa grand-mère qui est décédée. Et il est présent aux obsèques. Toute la famille de Samedi Sport lui adressons, profite de l'occasion pour lui adresser une fois de plus, bien sûr, nos sincères condoléances et notre soutien absolu à notre collègue Mirabeau Maroc. Mais tout de même, il a su rester professionnel. C'est pour cela que pour vous, il vous a proposé cet entretien exclusif avec le sélectionneur actuel, Alexandre Belinga. Avant d'être nommé sélectionneur national des Lions Indomptables, Alexandre Belinga a passé 25 ans dans les clubs du Triangle national. Condamné à une vie de solitaire et à des tâches ménagères. Au début, ça n'a pas été facile parce que régulièrement, il fallait aller hors de ma famille. Mais depuis pratiquement 20 ans que je le fais, je crois que c'est devenu une habitude. Donc je suis obligé de faire la cuisine, de faire ma lessive et de nettoyer les verres, les marmites, comme vous les voyez là. C'est déjà une habitude. Mais ça, c'était avant. Désormais, l'homme d'Akono Linga devra assainir une tanière hantée par des crises de toutes sortes. Je crois que c'est une bonne chose, mais n'oublions pas également que ces coachs sont aussi comptables du bilan de Volker Finke. Ils iront très loin, mais simplement qu'on les laisse la main libre de pouvoir travailler sans interférence du ministère ou bien de la Fédération camerounaise de football. C'est bien que le réel problème, c'est l'état d'esprit. Je pense qu'ils ne sont pas loin de pouvoir transposer cet état d'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont été les anciens indomptables et parce qu'ils connaissent réellement le problème qu'il y a au pays. Réussir ou mourir. Pour cette mission kamikaze, Alexandre Belinga sera assisté de son ami de toujours, Bonaventure Djonké. Avant qu'on ne se retrouve au Tonnerre, on était déjà à l'équipe nationale junior, on a été en Australie. Et par la suite, depuis un bon bout, nous sommes sur le terrain à gauche à droite. C'est un ami de longue date et je crois que c'est un atout pour nous qu'on puisse se retrouver ensemble pour travailler. Premier chantier pour le duo Belinga-Djonké. Changer l'état d'esprit des troupes. On sent que nos petits frères y jouent, mais qu'ils peuvent faire plus. Et je crois que c'est dans ce sens que nous allons axer notre travail parce que je crois que les Camerounais aimeraient voir une équipe nationale où les gens descendent sur le terrain et ils donnent tout. À quelques jours du match contre les MENA du Niger, l'homme de 56 ans ne veut pas jouer les refondateurs. Parce que j'estime que si nous ne réussissons pas à nous qualifier pour cette phase de poule, ce serait vraiment une catastrophe. Donc dans l'immédiat, il faut tout faire pour que nous ayons cette qualification. Après, par la suite, on va aviser. Avant l'ancien coach des Astres, Jean-Paul Akono a arboré la tunique de sélectionneur national pour une fin on ne peut plus tumultueuse. Mais Alex n'est pas du genre à fuir les défis. Je prends une équipe de première division. Pour la première fois, c'était le Tonnerre. Et on me donne cette équipe lors de la phase retour. Le Tonnerre est avant-dernier. À ce moment, je pouvais également hésiter, dire non, mais c'est une peau de banane qu'on est en train de me jeter. Mais je me suis lancé dans la bataille, j'ai réussi à sauver cette équipe, on s'est maintenu et je crois qu'à partir de là, ma carrière a été lancée. Donc aujourd'hui, on me donne une chance, je ne me pose pas ce genre de questions. Je suis entraîneur depuis, j'estime qu'aujourd'hui, j'ai les moyens d'apporter quelque chose à cette équipe nationale. Tout au long de sa carrière, entamée en 1990, le coach Belinga a rarement passé plus d'une saison dans un club. Fort de caractère, le retour des bannis est loin de le déstabiliser. Cette équipe nationale nous appartient. Je ne pense donc pas qu'on puisse parler de bannir. Nous pouvons avoir des différends, mais
comme c'est dans une famille, ces différends sont appelés à se détendre d'une façon ou d'une autre. Donc les bannis, ce mot vraiment, ils sont très mal dans mes oreilles. Pour moi, j'estime que l'équipe nationale est ouverte, du Cameroun est ouverte à tous les Camerounais qui jouent au football. Après 14 mois dans la tanière comme adjoint de Finke, le vainqueur de la Coupe du Cameroun en 2005, avec Impôt de Yaoundé, a de quoi remplir un bloc-notes. Ce que j'ai retenu, c'est que les gens ont voulu faire de l'équipe nationale du Cameroun un mythe. Et je suis arrivé dans cette équipe nationale, j'ai compris que c'était justement le contraire. Et j'estime que peut-être les gens ont voulu faire de cette équipe nationale un mythe pour que ce soit leur propriété. Je crois que Belinga est entraîneur de l'équipe nationale aujourd'hui. Il y a beaucoup de Camerounais qui peuvent entraîner cette équipe nationale. Ces enfants, ils ont juste besoin, c'est nos petits frères, ils ont juste besoin d'être guidés, d'être encadrés pour que tout aille dans le sens du positif. Quand vous avez affaire à des joueurs, là où il y a le potentiel, il faut imposer le respect pour tous. Il faut que les joueurs se respectent entre eux, il faut qu'ils respectent leur encadrement, l'administration et autres. Et à partir du moment où ce respect est instauré dans un groupe, je crois qu'il ne peut pas avoir de problème. Mais s'il y a des gens qui ne peuvent pas se respecter d'abord et respecter les autres, à ce moment, j'estime qu'ils n'ont pas leur place dans un sport, surtout qui est collectif. Je voudrais faire comprendre à tous mes collègues que cette équipe nationale qu'on me donne aujourd'hui, je suis là, peut-être pour quelques mois, peut-être pour un an ou deux. C'est l'affaire de tout le monde. Si je réussis, c'est une très très bonne chose pour l'encadrement technique local. Et si je me loupe, je crois que ça sera un grand coup pour nous. C'est pour ça que j'ai causé avec beaucoup d'amis, je leur tiens le même langage, je leur dis vraiment, il faut qu'ils sachent que c'est notre affaire actuellement et que si quelqu'un a une proposition, si quelqu'un a un conseil, qu'ils n'hésitent pas et ils savent que je suis toujours à leur écoute. Baptême de feu, le 13 novembre à Niamey. Un vendredi 13 pour peut-être tout faire basculer. Justement, le petit journal de Mirbo Maroc, et on espère que ce vendredi 13 ne portera pas malheur à notre sélection nationale. On en profite pour évoluer avec le troisième sujet de cette édition, autour du cas du Special One, plus communément appelé José Mourinho, bien sûr, qui, dans une situation assez inconfortable avec son club, notamment Chelsea, et qui, depuis quelques semaines, se voit faire les choux gras de la presse britannique à la suite de ces nombreuses contre-performances. On va essayer d'analyser cela avec le consultant ici présent, sur le cas, bien sûr, de José Mourinho. Alors, Franck-Éric Difo, le cas Mourinho, aujourd'hui, dans ces situations, on ne s'y attendait pas, hein, qu'il était tout de même la saison dernière champion d'Angleterre. Et aujourd'hui, déjà, dans une situation inconfortable, vous imaginez le niveau de pression pour quand même Mourinho? On ne lui laisse même pas terminer la saison, déjà qu'on parle d'un départ. 15e quand même après 11 journées. Bon, 15e après 11 journées, 6 défaites en championnat, je pense que c'est beaucoup quand même pour José Mourinho. Mais vous imaginez le niveau je dirais, d'intolérance, parce que quand on fait la comparaison avec le sujet qu'on a abordé tout à l'heure, vous imaginez, pour Special One, quelques matchs qui ne se passent pas très bien, déjà c'est le niveau de pression. Ce niveau de pression, c'est normal. Pour un club qui a fini champion d'Angleterre comme l'a fait Chelsea la saison dernière, on ne s'attendait pas à voir Chelsea dans les tréfonds. D'ailleurs, que je ne pense pas qu'il y ait plusieurs saisons on ait retrouvé Chelsea à ce poste-là, à ce classement-là. C'est-à-dire que du côté des Blues, il faut effectivement faire quelque chose pour qu'il n'ait pas péril
en demeure. Aujourd'hui, José Mourinho, il a toujours le soutien des supporters de Blues. On se demande si ça aurait été le cas si c'était un autre entraîneur. Si ça n'avait pas été José Mourinho, je ne pense pas que cet entraîneur serait encore en poste aujourd'hui, mais simplement parce qu'on s'appelle José Mourinho, on sait, le public sait, on pense encore qu'il peut appeler à mener cette force qu'il a en lui, cette force de caractère. On sait que c'est le Special One, on attend que le Special One fasse quelque chose de véritablement spécial. Alors, on va voir la titraille de la presse anglaise. Juste avant les débuts de ces contre-performances, la presse anglaise y allait vraiment assez virulente concernant Mourinho avec le Mirosport et notamment de Sun Sport à Wine de Lotti, José Mourinho de Real Deal. Franchement, les Anglais, surtout les médias, vous savez, la communication avec les clubs en Angleterre, c'est très fermé. Et aujourd'hui, quand on voit le niveau de pression que ces médias mettent pour pouvoir, entre guillemets, abattre leur Special One, pensez que la presse anglaise ne va pas un peu trop fort? Non, c'est comme tu l'as dit, de bonne guerre. Hein. Mourinho ne leur a pas souvent donné la possibilité de s'en prendre à lui comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'il est affaibli et on sait que ces derniers temps, du côté de l'Angleterre, Mourinho n'a plus bonne presse, que ce soit auprès de ses, on va dire quoi, de ses pères entraîneurs ou même de cette presse-là, ou tout simplement même du public anglais, parce que même le corps arbitral aujourd'hui, il y en a après Mourinho. Mourinho, ça commence entre guillemets, à fatiguer. Vous pensez qu'il agace? Oui, il agace sérieusement. Quand vous avez des entraîneurs comme Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, Arsène Wenger, qui sont très respectés en Angleterre, quand vous les avez à dos, vous êtes sûr d'une chose, vous attirez des ennuis. Quand vous avez les arbitres en Angleterre, dont on sait qu'ils sont aussi respectés, quand vous les avez à dos, vous attirez les ennuis. Donc forcément, Mourinho, ça commence à agacer. Mais comment en est-on arrivé là en fait? Les résultats, malheureusement, ne parlent pas pour lui. Vous savez, Mourinho, c'est le type de personne arrogante, et l'arrogance, ça va avec les résultats. Quand vous planez surtout, vous trouvez tout beau. Malheureusement, aujourd'hui, pour lui, les résultats ne suivent pas. Donc, il ne peut pas continuer à afficher la même arrogance et espérer que les autres le regardent sans rien dire. Donc, le moment est idoine pour abattre Mourinho et la presse anglaise, bref, toute la communauté. Restons avec vous, Georges Guimazon, notamment Franck Eridifo, pour le cas Mourinho, surtout avec la défaite face à Liverpool il y a quelques jours. Et cette information qui avait laissé fuiter la presse espagnole, d'ailleurs la presse anglaise la reprend depuis pas mal de temps, en cas de départ, la clause que devrait payer Chelsea pour le cas Mourinho. Est-ce que ce n'est pas tout cela qui freine un peu l'éventualité de son départ? Je pense que c'est surtout ça qui fait réfléchir à Roman Abramovich actuellement, c'est que pour qu'il fasse partie José Mourinho, il devrait débourser près de 50 millions d'euros comme indemnité. Je pense que pour cette somme, ça fait réfléchir. On se dit, bon, essayons encore de le laisser là quelques temps pour voir ce que ça peut apporter. C'est quand même l'entraîneur le mieux payé du championnat anglais avec 11 millions d'euros. C'est dit qu'il y a beaucoup de difficultés à faire partie José Mourinho de par son contrat, de par même l'homme aujourd'hui. On disait encore il y a quelques temps que José Mourinho avait été peut-être abandonné même par ses joueurs, par son vestiaire. Cesc Fabregas a fait une sortie pour dire que non, effectivement, il a de très bonnes relations avec son entraîneur, même si ce n'est pas toujours ça. La presse anglaise, comme vous le disiez, avait annoncé le départ de Mourinho après s'il y avait défaite face à Liverpool, ce qui n'a pas été le cas. La presse anglaise a annoncé. Mais vous parlez justement de cette presse anglaise. On va voir la suite avec cette presse anglaise juste après la défaite avec Liverpool, car au sein du vestiaire de Chelsea, apparemment il y a des taulards, des joueurs qui laissent fuiter des informations. Je m'en excuse pour l'expression taulard. Et ça, justement, la presse anglaise l'a révélé. Parce qu'il y aurait des joueurs qui ont révélé le malaise avec Mourinho ouvertement à certains médias et qu'ils ne veulent plus en gros entendre parler de Mourinho. Et il y a certains cas, d'ailleurs lors du match face à Liverpool, on a observé que sa colonne vertébrale habituelle, notamment Matic, le Serbe qui est arrivé de Benfica, Cesc Fabregas, que vous avez évoqué, qui venait de Barcelone, étaient tous deux sur le banc.
bien sûr, il y a eu la sortie aussi qui a marqué les esprits, pour ceux qui ont suivi la rencontre, la sortie d'Eden Hazard. Tout cela a provoqué une sorte de spectre dans, entre guillemets, bien sûr, la conscience, la mémoire même de ceux qui ont suivi cette rencontre. Ça a été comme un message assez virulent. Quand on lit « I would rather lose than win for Mourinho », ça veut tout dire. Pendant longtemps, Mourinho a pu compter sur des joueurs qui étaient prêts à se sacrifier pour lui. Quand on regarde Porto, avec l'équipe qu'il a révélée, avec laquelle il a gagné des titres majeurs, notamment l'Europa League et la Ligue des Champions. Quand on regarde avec l'Inter de Milan, où il fait jouer pratiquement Samuel Eto'o latéral. Quand on regarde avec Chelsea, notamment les Lampard, les Thierry, les Drogba et tout ce beau monde, c'est des joueurs qui étaient prêts à se plier en quatre pour Mourinho. La transition au Real n'a pas donné parce que malheureusement pour lui là-bas, il n'avait pas ce profil de joueur-là qui pouvait se sacrifier pour lui. De retour à Chelsea, les Eden Hazard, ce sont des joueurs talentueux, c'est vrai, qui ont peut-être accepté de faire ce sacrifice une année, mais ne sont pas prêts à renouveler ce sacrifice parce qu'ils pensent également à la suite de leur carrière. Donc aujourd'hui, il y a peut-être que dans le vestiaire de Chelsea, les joueurs l'ont lâché parce que ne pouvant plus supporter les méthodes Mourinho. Et ça explique tout ce que nous vivons aujourd'hui. On a pris votre avis. Avant de continuer par rapport à vos réactions, on va également prendre l'avis de Stéphane Guy, journaliste Canal+, spécialiste justement du football anglais, qui a commenté ce match, qui a bien voulu réagir concernant le sujet de Mourinho. Je vous prie de bien vous la suivre, Stéphane Guy. Alors Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Penses-tu que Mourinho s'en sortira de ses contre-performances répétées cette saison avec Chelsea? Je pense qu'il y a deux cas à part. Il y a le cas Mourinho, ses situations personnelles, et puis il y a le cas de l'équipe de Chelsea d'un point de vue collectif. Moi je pense que l'équipe de Chelsea ne se remettra pas de ce début de saison-là, qu'elle aura beaucoup de difficultés à revenir dans la bataille et qu'elle va, à mon sens, avoir aujourd'hui d'énormes difficultés à atteindre la Ligue des Champions. Alors, lors de la défaite face au Red, cette image forte de la sortie d'Eden Hazard, comment as-tu vécu cela, toi qui étais au stade? Ce qui était frappant sur ce match-là, cette image-là en témoigne, c'est, à mon sens, la fracture qui existe aujourd'hui au sein de l'effectif de Chelsea entre l'entraîneur et les joueurs. Alors, elle ne se manifeste pas publiquement parce que la communication dans les clubs anglais est extrêmement verrouillée, mais clair que cette équipe-là est en ordre dispersé, qu'elle n'a plus grand-chose à voir avec l'équipe qui avançait avec beaucoup de force et de solidarité dans la première partie de la saison passée. La dislocation a commencé, à mon sens, sur la deuxième partie de saison, et là, elle est criante. Et Eden Hazard illustre ça parce que on ne reconnaît pas le joueur qui a été élu l'an passé meilleur joueur du championnat d'Angleterre. La presse anglaise fait état d'un vestiaire qui sera en train d'imploser. Qu'en est-il exactement? Oui, c'est effectivement les rumeurs qui courent, qui sont aussitôt démenties. C'est compliqué, je pense, pour les acteurs de s'exprimer, et ceux qui s'expriment le font toujours pour exprimer leur solidarité par rapport à Mourinho, mais il est évident qu'il y a beaucoup de questions qui se posent quand vous prenez la décision forte qu'il a prise samedi de se priver de Fabregas et Matic, qui étaient l'an passé ces deux joueurs piliers au milieu de terrain, et que dans le même match, il décide ensuite de sortir Eden Hazard au bout d'une heure de jeu, et il avait raison, parce que Eden Hazard était ce jour-là totalement transparent. Bon, ça montre bien, il n'y a pas besoin de tendre l'oreille aux rumeurs, il suffit simplement de regarder les matchs pour constater que la situation est grave. Alors ce scénario des joueurs qui communiquent avec la presse, Mourinho l'avait déjà connu avec le Real Madrid, lui qui manipule si bien, est-ce que cela n'est finalement pas en train de se retourner contre lui? Lui qui manipule si bien la presse, je veux dire. Je ne sais pas s'il manipule la presse, c'est un formidable client pour la presse en tous les cas, et les journaux, les médias anglais d'une façon générale adorent leur Mourinho. Ils ne sont pas les seuls, parce que le public de Chelsea adore également son Mourinho. Après, est-ce qu'il est aujourd'hui aux limites de son système? C'est quelqu'un qui fonctionne dans la séduction, aussi dans la manipulation. On a eu quelques scènes, notamment à Canal, où on avait pu percevoir le double discours qu'il avait publiquement avec Samuel Eto'o et en privé par rapport à Samuel Eto'o. Et les joueurs ne sont pas dupes de tout cela, et à un moment donné, effectivement, lorsque vous êtes dans la manipulation, ça a de fortes chances de se retourner contre vous. Très bien, merci Stéphane Guy de nous avoir accordé cette interview sur Samedi Sport.
vous, les consultants. Stéphane semble dire que Mourinho n'a plus long feu au sein avec ce club de Chelsea, et aussi ses propos venant de lui lorsqu'il parle de la capacité de Mourinho à manipuler lorsque bon lui semble. Effectivement, de toutes les façons, qu'Abramovich le veuille ou pas, si les résultats continuent à être aussi moroses, il sera bien obligé de se séparer de Mourinho, quitte à verser la rondelette somme de 50 millions d'euros qui constitue les indemnités de licenciement. Donc, comme je le disais, effectivement, ce n'est pas sûr que d'ici à la fin de la phase allée du championnat, que Mourinho soit toujours à la tête de Chelsea si les résultats sont les mêmes. Et je ne vois pas comment ils vont, oui. Chelsea qui a quand même gagné hier, parce que là on en parle comme si ils n'ont pas gagné depuis des mois. C'est la Champions League. Moi, je vais vous dire une chose. Les grands clubs en général, ce n'est pas pour dire qu'ils crachent sur la Champions League, mais le plus important pour eux, c'est le championnat. Et Chelsea ne va pas gagner en Champions League pour continuer à être médiocre en championnat. Ça ne passera pas du tout, que ce soit au niveau des supporters ou même d'Abramovich. Il ne va pas le supporter longtemps. Il faudra bien à un moment donné que de deux choses l'une, soit les résultats s'améliorent et que Mourinho reste, soit qu'il continue à être aussi dégradant et qu'on le débarque tôt ou tard. Donc c'est pas sûr, hein. Je confirme et je suis d'accord avec Stéphane Guy quand il dit que c'est pas sûr que Mourinho à la tête de Chelsea. Est-ce que vous pensez que Mourinho n'est plus l'homme de la situation? Je pense pas qu'il soit plus l'homme de la situation, mais du moment où il y a déjà cette fracture avec son vestiaire, là il y a problème. Un coach qui ne maîtrise pas son vestiaire est un coach qui ne devrait plus rester en place. On a effectivement fait cette remarque, comment comprendre l'absence de Matic et de Fabregas qui ne sont pas blessés. Mais est-ce que lorsqu'on est Mourinho, on ne peut pas se permettre de mettre Matic ou bien Fabregas, ou d'ailleurs les meilleurs joueurs au banc? Parce que Mourinho, en réalité, c'est aussi ceci, en termes de palmarès. J'aurais aimé... De palmarès, un instant, je vous en prie. En termes de palmarès, c'est quand même, comme vous allez voir à l'écran, le palmarès de José Mourinho en championnat d'Angleterre. On parle tout de même de 23 titres. 23 titres cette saison. C'est quand même assez conséquent. C'est vrai que le palmarès peut parler, mais maintenant la prestation sur l'aire de jeu. Depuis quelques matchs, s'il fallait s'arrêter au palmarès de Mourinho et de Chelsea, le début de cette saison a quasiment effacé ce palmarès-là. J'aurais aimé dire plutôt, quand on est Chelsea, est-ce qu'on ne peut pas se permettre cela plutôt que quand on est Mourinho? C'est certes Mourinho qui fait l'équipe, mais ce n'est pas Mourinho qui joue. Il a besoin de cette ossature-là. Ces garçons jouent ensemble et ce n'est pas devant Liverpool que José Mourinho viendra mettre ses hommes forts sur le banc de touche pour faire jouer Ramirez qui est quasiment... Il faut le préciser, c'est lui qui fait venir Matic et Fabregas. C'est-à-dire des joueurs sur lesquels il compte. C'est sa dorsale. Alors, pour faire jouer deux garçons qui ne jouent quasiment plus avec Chelsea, John Obi Mikel et Ramirez, même si Ramirez a inscrit un but dans cette rencontre, c'est arrivé, c'est comme si Eden Hazard passait par là et a inscrit un but. Regardez l'image, j'ai demandé à la technique, notamment notre réalisateur Collins, pour que ce soit en grand format bien sûr. On observe 23 titres, là on a pris quelques-uns de ces titres tout de même, hein. Vainqueur de la Coupe d'Italie 2010 avec l'Inter Milan, vainqueur de la Coupe Portugal, vainqueur de la Coupe d'Espagne, finaliste de la Coupe d'Espagne, de la Coupe du Portugal en 2004 avec le FC Porto, vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Chelsea 2005, 2007, 2015, vainqueur de la Charity Shield avec Chelsea en 2005. C'est un total de 23 titres. On a pris quelques-uns de ces titres comme ça, vraiment tout hasard. Mais c'est impressionnant, lorsqu'on a 23 titres et qu'en début de saison, on a gagné 6 défaites, je crois, exactement, et qu'on est déjà menacé au bord de la sellette, on a envie de dire, franchement, c'est fort de café, tout ça. C'est fort de café de la part des dirigeants de Chelsea. On est tout de même Mourinho. On est tout de même Mourinho, mais on ne va pas continuer à garder un José Mourinho qui ne gagne plus et qui est 15e, qui pourrait mettre l'équipe à la 17e ou à la 18e place. Ça veut dire qu'on est proche de la relégation en fin de saison. On a quand même un honneur à sauver. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Mourinho qu'on va garder cette équipe, cet entraîneur dans cette équipe. José Mourinho part du Real, pas parce qu'il veut partir du Real. Vous imaginez ce qu'aurait été
si c'était les dirigeants du Chelsea qui étaient à la tête du football camerounais, avec Volker Finke. Vous imaginez, il y a longtemps qu'on ne parlerait pas de ça. Très bien, on va sortir de cette actualité avec tout simplement Gazella, bien sûr. Alors, si quelque chose vous a échappé cette semaine, il est temps de vous rattraper tout de suite au sommaire de la danse, de la joie, mais aussi des joueurs avec beaucoup de cœur qui ont mis l'Afrique au cœur de leurs préoccupations. Tout de suite, c'est le Zapnet avec au montage Brian Wembe. De Didier Drogba, ça s'est traduit par un changement de culture sportive sur le terrain, à l'entraînement, dans l'entourage de l'Impact, mais aussi culture musicale dans le vestiaire. Les célébrations passent par la musique et les chants pour Didier Drogba. Pas seulement Piqué Souban qui est jukebox. Non, mise en contexte, je vais vous montrer d'abord une séquence et surtout vous faire entendre donc un artiste congolais. C'est un des artistes fétiches de Didier Drogba. Alors, on va écouter un extrait que vous voyez présentement. Il s'agit de Kofi Olomide et son succès numéro 1, c'est Selfie. Et l'idée, c'est que dans le vidéoclip, on chante un petit peu, on danse, on arrête, on prend l'ego portrait. Alors là, je vous transporte dans le vestiaire de l'Impact de Montréal après la victoire de 3-0 hier contre Toronto. Regardez ce que ça a donné sur les médias sociaux. Je ne sais pas si c'est mon plus grand palmarès parce que je suis toujours en activité. Mais par contre, ce que j'ai toujours souhaité, c'est de créer une chaîne, que l'Afrique puisse être maître de son propre destin. Il y a un énorme potentiel, mais il faut savoir l'utiliser sans toutefois être égoïste. Parce que quand vous arrivez partout, vous trouvez toujours un brave Africain et nous devons essayer de nous mettre ensemble, essayer de stabiliser notre continent pour qu'il n'y ait plus de guerre. Tant que nous aurons des conflits chez nous en Afrique, il serait réellement difficile de pouvoir faire quoi que ce soit ou montrer totalement de quoi nous sommes capables. Ma fondation a terminé de construire notre hôpital au Cameroun et puis d'autres choses un peu ailleurs. Mais là, il est important que quelqu'un prenne les devants et qu'il essaye de sensibiliser les autres sur ce qui est en train de se passer en Afrique, mais surtout chez nous, au Cameroun, où nous devons savoir que si nous nous mettons tous ensemble, nous pouvons changer beaucoup de choses et surtout stopper beaucoup de choses. D'autres ne le voient certainement pas comme moi, mais vous trouverez beaucoup de personnes, mon équipe en l'occurrence, qui nous pensons vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Salut, c'est Nicolas Nkoulou. Suivez Samedi Sport sur Canal 2. Alors, retour sur le plateau de Samedi Sport, bien sûr, avec de nouveaux consultants qui sont présents pour le prochain sujet autour du rugby. Arthur Durouanet, bonsoir. Bonsoir Edith, bonsoir à nos amis consultants et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Sans plus tarder, Arthur qui n'arrête pas de me faire marrer, mais c'est tout ça, on se comprend. En tout cas, c'est assez dans une ambiance bon enfant. Alors avec Fred Bonan qui est de retour parmi nous. Fred, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment il va, Fred? Ça va. Tranquillement, très bien. Alors, mais, Arthur, on revient avec vous justement avec la fondation de Samuel. Une fois de plus, il se met au service des causes, entre guillemets, très périlleuses, très compliquées, très difficiles au Cameroun, avec sa fondation. Un mot par rapport à cette attitude de Samuel Eto'o.
Je pense que c'est très louable. Je fais partie de ceux qui pensent que lorsqu'on est une icône du football, lorsqu'on a la chance de gagner l'argent que ces sportifs peuvent gagner, lorsqu'on est parfois cité en exemple, on a ce devoir d'exemplarité, c'est parfois très important de redonner un peu aux communautés, de montrer, de s'investir dans la vie locale. Et je pense que c'est une excellente initiative qu'il a eue. Excellente initiative, justement. On va continuer dans l'élan de ses propos avec la performance des All Blacks lors de la Coupe du Monde de rugby, notamment du côté de l'Angleterre, qui a été, les All Blacks ont été super, décidément extraordinaires. Revenons sur cette finale face à l'Australie, Arthur Durand-Manet. Franchement, pour ceux qui l'ont suivi en direct, c'est vrai que c'était, on s'y attendait quasiment, mais ils l'ont confirmé tout de même. Oui, ils l'ont confirmé. Il y a cette Coupe du Monde de rugby, c'était la Coupe du Monde des Blacks. Honnêtement, c'était l'équipe la mieux préparée. Ils ont dominé tous les secteurs du jeu, en attaque, en défense. Les Blacks ont confirmé tout ce qu'on pense d'eux, c'est une équipe de légende, c'est une équipe légendaire. Et dans tous les compartiments du jeu, ils étaient là. Même quand on ne s'intéresse pas aux... Les hommes forts de ces Blacks, d'abord. Les hommes forts de ces Blacks... Dan Carter qui est connu de tous et qui va rejoindre bientôt, bien sûr, le Racing. Quand vous commencez par les Blacks, bon, d'abord, il y a un sélectionneur, Steve Hansen, qui est aussi très important. Ouais. Il y a leur capitaine, forcément, la pierre angulaire de tout ce système, c'est Richie Mako. C'est leur capitaine. Vous avez d'excellents joueurs dans cette équipe. Hein. Vous avez Jérôme Keno, vous avez Sonny Bill Williams, vous avez cité Dan Carter, vous avez Mahanonou. Mais honnêtement, le collectif est tellement huilé, l'équipe était... honnêtement, lorsqu'on a regardé cette Coupe du Monde, l'impression de domination, lorsqu'ils ont rencontré notamment une équipe comme la France en quart de finale, l'impression de domination était extrême. On a l'impression qu'ils ne ratent rien, qu'ils ont étudié tous les aspects du jeu, ils volaient la plupart des ballons en touche, en défense ils étaient là, en attaque ils étaient présents. Arrivant en finale, c'était l'équipe qui avait encaissé un seul essai pour arriver en finale, d'ailleurs contre la France. Tous les compartiments du jeu. Honnêtement, les Blacks étaient la meilleure équipe sur la Coupe du Monde. Alors lors de cette victoire face justement à l'Australie, on l'a suivi ensemble, Fred, même si on a remarqué que vous n'étiez pas très enthousiaste de voir cette victoire des Blacks. Non, pas du tout. C'est quand même la meilleure équipe du monde aujourd'hui. Voir les Blacks gagner, c'était simplement prévisible, comme l'a dit Arthur. Il n'y a pas vraiment une surprise, ils ont été solides sur tous les matchs, ils n'ont jamais tremblé. C'est la France. Cas à part. On ne va pas en parler. Alors le parcours des All Blacks lors de cette compétition, est-ce que ça laissait... ça faisait comprendre effectivement qu'ils pouvaient arriver à ce niveau de performance, tout de moins être champion du monde. Je trouve que c'est la première fois quand on regarde les Coupes du Monde précédentes, etc. À chaque fois, on attendait tout le temps les Blacks, Et c'est la première Coupe du Monde où ils n'ont jamais failli. À tous les matchs, ils étaient favoris, à tous les matchs, ils ont gagné, à tous les matchs, ils ont montré qu'ils étaient effectivement bons partout, qu'ils n'ont pas de points faibles. On parle de stars, mais je crois qu'il y a tellement de stars dans cette équipe que finalement, il n'y en a plus. Et le capitaine Marcao qui a su tenir le groupe avec toutes les contraintes dans lesquelles tu vois. Oui, Richie Mako est là, mais c'est avant tout un collectif, et je vous dis que dans ce collectif, il n'y a pas de point faible. Il s'est passé aussi un point assez essentiel, Arthur, en termes de l'organisation de l'événement, en termes d'intérêt, en termes de visibilité. Et on a eu l'impression que c'est quasiment, déjà que les précédents de Coupe du Monde étaient très suivis, lorsqu'il s'agit de rugby bien sûr, mais cette fois-ci, on a eu l'impression qu'il y a eu une poussée d'adrénaline supplémentaire. C'est-à-dire que le monde du sport était arrivé vers l'Angleterre. Oui. À quoi cela a été dû en comparaison des précédentes Coupes du Monde de rugby? Je pense que tout simplement, c'est des effets d'expérience. Hein. La Coupe du Monde de rugby a commencé en 87. Et chaque Coupe du Monde qui passe, j'ai envie de dire, ça s'améliore. L'organisation, le marketing autour de l'événement, l'attrait des fans. Parce que vous savez, le rugby a cette particularité. Moi, personnellement, je me passionne pour le rugby. C'est que c'est encore le sport vrai. Moi, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est-à-dire, c'est vraiment un sport où, comme j'ai l'habitude de dire, qui n'est pas pollué par l'argent, où les stars savent rester simples. Je ne sais même pas si on peut parler de stars. L'organisation, on est arrivé sur une Coupe du Monde en Angleterre où en fait, vraiment, vous avez beaucoup de fans autour du rugby.
les télés se sont vraiment intéressées à l'événement. On a la chance que la Coupe du Monde de rugby, c'est quasiment, je pense, l'événement international le plus long. Ça a duré 44 jours. Historiquement, la Coupe du Monde de rugby, ça dure 1 mois et demi. Ouais. Donc, on a le temps de boire la Coupe du Monde. Et oui, l'organisation était parfaite. Même n'eût été le couac de l'équipe haute, l'Angleterre. L'Angleterre, j'allais justement revenir dessus sur le cas de l'Angleterre. Ce quoi qui a brisé le cœur des Anglais pendant la compétition. Les Anglais ont eu l'impression que c'était férié tous les jours, tellement ils étaient dessus. Oui, mais bon, l'Angleterre est venue avec une équipe, à mon sens, trop jeune. C'est plus la génération Wilkinson? Non, pas du tout. Une équipe trop jeune, qui axait un peu tout sur le combat physique, mais il manquait quand même pas mal d'expérience. Et dans les équipes de l'hémisphère nord aujourd'hui, l'Angleterre, pour moi en tout cas, n'est clairement pas la référence. C'est l'Irlande, c'est du côté de l'Irlande qu'il faut regarder. Et les deux grosses déceptions au nord, c'était l'Angleterre et c'était la France. Et puisque nous sommes en Afrique, intéressons-nous aussi à les Africains de cette Coupe du Monde, notamment l'Afrique du Sud, qui a quand même su tout de même, la Namibie, ça a été un véritable... Ça n'a pas été vraiment ça, mais restons sur le cas de l'Afrique du Sud, qui a même été demi-finaliste, même si avec l'Argentine, ça a été... Non, l'Afrique du Sud, c'était un super parcours. Honnêtement, ça commence très mal, par l'humiliation que tout le monde connaît. Face au Japon, ouais. Mais attention, le Japon, c'est une humiliation, d'accord, mais le Japon organise la prochaine Coupe du Monde. J'ai eu l'impression que le Japon, pour moi, c'était la vraie révélation de ce tournoi. Et s'ils ont un bon tirage lors de la prochaine Coupe du Monde, ils peuvent confirmer lors de leur Coupe du Monde chez eux. Mais à part ça, les Springboks, l'équipe d'Afrique du Sud, ils ont été extrêmement solides sur tout le parcours. C'est une équipe qu'il faut savoir qui joue extrêmement, ils jouent vraiment beaucoup sur le physique, c'est l'impact, ils mettent vraiment de gros impacts. Et après le match contre le Japon, ils ont été vraiment solides sur toutes les étapes et ils tombent en demi-finale contre les futurs champions du monde, les All Blacks, qui pour moi, ça aurait dû être la finale. 20-18, ça s'est joué. C'était un match d'échecs. Très beau match. C'était un très beau match, c'était un match d'échecs. L'Afrique du Sud aurait pu passer. Disons je que ne sur le match... sais pas, mais ils ont au moins titillé le plus possible les Néo-Zélandais. Fred est d'accord sur cet avis? Oui, mais là où je voudrais revenir, c'est surtout sur l'intérêt de la Coupe du Monde de rugby sur cette édition. Je pense aussi que c'est surtout, on observe un rapprochement du niveau des différentes nations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les plus petits, on l'a vu avec le Japon, avec la Géorgie, peuvent battre des équipes avec un niveau plus élevé. Et même l'Argentine, qui avant n'était pas le cas. L'Argentine n'était presque jamais arrivée à ce niveau de compétition. L'Argentine a fait une Coupe du Monde magnifique, oui. Mais voilà, aujourd'hui, le score, le plus gros écart de points, c'était 65 points avec les USA. Il me semble qu'il y a 4 ans, il y avait eu un score 80 quelque chose, etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Restons sur le cas de ces All Blacks qui semblent être de véritables gentlemen, en tout cas en termes d'attitude. Il y a eu une image qui a fait le tour du monde. On va se permettre de la diffuser parce qu'elle est quand même assez exceptionnelle et elle est symbolique de plein de choses. Et surtout que malheureusement, il semblerait que les caméras officielles, du moins, n'étaient pas sur cet angle-là. Et du coup, c'est en caméra amateur, entre guillemets, c'est avec un téléphone, que malheureusement, tous les médias ont repris cette actualité. On va d'abord regarder, puis on va revenir pour faire une petite analyse, un petit commentaire autour de cela. Ça, bien sûr, c'est la presse britannique qui a réagi, la presse néo-zélandaise qui a réagi à la suite de la performance des All Blacks, qui était très dithyrambique tout de même. Ça, c'est au lendemain de la victoire. D'ailleurs, un mot de cette presse par rapport à cette performance de la Nouvelle-Zélande qui a su tirer leur sélection, Arthur. Oui, mais je pense aussi que les Néo-Zélandais sont d'autant plus fiers qu'il y a 4 ans, ils organisaient leur Coupe du Monde. Ils ont fait un match, excusez-moi de le dire, raté en finale. Ils ont été champions contre la France 8-7 sur un match où honnêtement ils n'avaient pas été dominateurs. Alors comme Fred le disait tout à l'heure, ça c'était une Coupe du Monde où on les attendait. Tandis que là on voit les mêmes leaders, hein. Macau et Carter. C'était toujours Macau qui avait annoncé qu'il allait se retirer mais qui finalement a empilé pour 4 ans et qui je pense a très bien fait, il a vraiment bien mené son équipe. Et l'élément suivant ce sera bien sûr cette fameuse image qui a fait le tour du monde. On va suivre, on revient juste après.
d'un instant à l'autre. Cependant, on va donc revenir sur ces... Oui, on peut décrire un tout petit peu ce qui s'est passé, Arthur. Ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'après la remise du trophée aux Néo-Zélandais, ils font Justement, cette image forte, c'est-à-dire que ce jeune homme qui trouve le moyen de s'incruster, d'arriver au stade et tout, avec Sonny Bill Williams. Bill Williams, justement, et qui naïvement, parce qu'après, on l'a su qu'il était naïf parce qu'il lui a remis sa médaille, mais il ne savait pas, il semblait ne pas savoir qu'elle était véritablement en or. Oui, mais ça vous montre la simplicité aussi des joueurs de rugby. C'est ça, ça définit même ce sport. Vous avez ce petit garçon qui entre sur le terrain, qui se fait plaquer par un stadier. Et il ne faut pas seulement remarquer l'attitude de Sonny Bill Williams qui le prend. Tous ceux qui sont à côté. Voilà, tous les joueurs néo-zélandais, pour eux, c'était normal. C'est normal. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu un cordon spécial qui, ah non, pas en du foot, tout. ce serait... non, pas du tout. Bah, ces joueurs-là, lorsque le match finit, vous pouvez aller les retrouver au bar du coin et boire un verre avec eux. Personnellement, je le confirme. Mais après, l'attitude du garçon qui en remet la médaille, il n'en revient pas. Oui, il lui c'est remet sa médaille. C'est aussi ça la beauté de ce sport. Il n'y a que dans ce sport qu'on trouve ce genre d'attitude, Fred Volant. Oui, je pense, et en plus, je pense aussi que c'est ça qui fait peut-être la clé, qui est la clé du succès aussi des Néo-Zélandais. La proximité, mais il n'y a pas que ça. On a l'impression que voilà, la Coupe du Monde, pour une équipe comme l'Angleterre, la France, on va se mettre une pression incroyable. Eux le vivent comme un événement, je ne veux pas dire joyeux, mais voilà, festif, un moment de fête, un moment d'échange. Et je pense que la différence aussi, elle se fait ici. On n'a pas la même préparation. Et d'autant plus, je rebondis sur ça parce que une des particularités des All Blacks pendant cette Coupe du Monde, ils multipliaient les temps de jeu. C'est une équipe qui a tout le temps envie de jouer. Ils ne se reposent jamais, ils multiplient les temps de jeu. Ils sont constamment en train de favoriser le jeu. Il n'y a aucun temps mort. Et à un moment, ils font exploser l'adversaire qui n'en peut plus. Mais rappelons juste que la Fédération internationale, comme vous le disiez, Fred... Ils ont redonné une médaille à Sonny Bill Williams en expliquant que quand on faisait un geste exceptionnel, il était normal qu'en retour, on reçoive également... les joueurs gentlemen, la fédération qui a reçu une attitude, Arthur, alors là, j'ai pas de mots. Peut-être que vous allez... Est-ce que ce serait à la FIFA que ça se passerait comme ça? Non, mais voilà, justement non, peut-être pas. Mais c'est vraiment le nœud du problème, ou en tout cas le nœud de tout ça, c'est que c'est resté un sport avec une simplicité, un naturel qu'on ne retrouve plus dans certains sports qui se mettent un peu trop de pression. Mais à long terme, est-ce que ça ne va pas poser problème avec les enjeux financiers, les intérêts financiers qui deviennent de plus en plus grandissants avec le rugby tout de même, puisqu'il y a une époque, bon c'est vrai qu'actuellement ça a sans doute évolué, on se souvient que Wilkinson, je crois quand il était superstar du rugby en France, il avait quand même les émoluments autour de 2 millions d'euros. C'est assez symbolique du fait que ça progresse considérablement. Oui, mais alors vous donnez un super bon exemple, parce que Wilkinson, avec ses émoluments, Wilkinson, c'est quand même Sir Johnny Wilkinson, oui. Mais Wilkinson restait tout aussi accessible, ça reste un simple guy, comme on dit en anglais. Non, c'est vrai que les joueurs des rugbyens sont véritablement très, très accessibles. En tout cas, messieurs et dames... Edith, est-ce que je peux être un peu impertinent et turbulent dans cette émission? Oui, bien sûr. Non, mais parce que je tiens à rappeler quand même que le championnat de basket américain a repris, que Lewis Hamilton en Formule 1 est champion du monde. Et Edith, Samedi Sport a fêté ses 1 an il n'y a pas longtemps. Ouais. Et lorsqu'on se balade dans la rue, les gens nous accostent et nous disent franchement, superbe émission. Dites à Edith Giscard-Nono qui fait une superbe émission. Les gens sont de plus en plus contents de Samedi Sport. Et aujourd'hui, j'ai rencontré une jeune dame qui a dit saluez Edith Giscard pour moi. Elle s'appelle Angélique Mwangué et je passe le bonsoir pour elle. Oh, il a fait ma copine. Elle peut passer là. J'avoue, je m'y attendais pas. En tout cas, messieurs et dames, je vous remercie d'avoir été présents pour ce panel. Une fois de plus pour cette édition, on en profite pour remercier Georges Mazom, Franck Eric Difo, Arthur John-Wanet, Joseph Yanki. Merci d'être venu. Merci aussi beaucoup. Avec plaisir. Vous êtes quand même venu des Yaoundé pour assister à cette émission. Très très cool, Joseph. Et Gazem Mongova, bien sûr. Comme d'habitude. Fred Volant. Merci. Notre réalisateur
Collins Wanchan. En tout cas, messieurs et dames, sachez que nous, sur ce plateau, ça nous a dit sport. Et si vous, à domicile, ça vous a dit sport, alors retrouvez-nous pour les prochaines aventures de Samedi Sport. Suivez Samedi Sport sur les réseaux sociaux, sur la page Twitter, Facebook, YouTube, sur PC, tablette et Android.